بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, comme on vous a promis, bien sûr, donc, l'objectif de cette séance, donc, on va attaquer, bien sûr, la notion du prolongement par continuité. Donc, les outils indispensables pour cette séance. Donc, on a besoin de la définition d'une fonction prolongeable par continuité en un point, bien sûr, x0, et la propriété comment calculer la limite de g en f de x lorsque x tend vers x0. Donc, bien sûr, pour la définition du prolongement par continuité, donc nous avons donc x0, un point qui n'appartient pas au domaine de définition, autrement dit, f n'est pas défini au point x0. Et admettons une limite finie lorsque x tend vers x0 qui est L appartient à R. Donc ce sont les deux conditions pour pouvoir parler du prolongement par continuité. Donc étant donné une fonction n'est pas définie en x0, admettons une limite finie, alors f est dite prolongeable par continuité au point x0 ou bien f admet un prolongement par continuité en x0. Et la fonction bien sûr qu'on note souvent f tilde, donc défini par, donc regardez bien, df union le singleton x0 à valeur dans R, qui est x à polymorphe f tilde x égale fx, si x est dans le domaine de définition de f, et f tilde x0 égale la limite, bien sûr, L. Donc cette fonction f tilde s'appelle le prolongement par continuité de la fonction f au point x0. Donc pourquoi appelle-t-on cette fonction prolongement, puisque la fonction, bien sûr, originale f est définie uniquement sur df, et on lui a ajouté, c'est en quelque sorte, on a prolongé son domaine de définition en lui ajoutant, bien sûr, le point x0. Donc, le domaine de définition, bien sûr, c'est prolongé et est devenu df union le singleton x0. Et pourquoi le mot continuité? Parce que la nouvelle fonction qu'on note souvent par f tilde est une fonction continue. Pourquoi? Il suffit de calculer la limite de f tilde x lorsque x tend vers x0. Ce n'est rien d'autre que limite de fx lorsque x tend vers 0. Et par hypothèse, cette limite est égale à L, égale f tilde x0. Autrement dit, limite de f tilde x lorsque x tend vers x0 est égale f tilde x0. C'est exactement la définition de la continuité. Autrement dit, f tilde est continue en x0. D'où, bien sûr, le nom de prolongement par continuité. Donc, on a deux opérations. D'une part, on a prolongé son domaine de définition, et d'autre part, on a obtenu une nouvelle fonction qui est continue au point x0. C'est pour cela qu'on l'appelle prolongement par continuité. Donc, c'est l'outil numéro 1 qu'on va utiliser dans cette séance pour résoudre ce petit problème, un problème qui est très intéressant. Le deuxième outil qu'il faut, bien sûr, indispensable à la résolution de cet exercice, c'est cette propriété. Si on a la limite de fx lorsque x tend vers x0 est égal à L, un nombre fini, et g continue bien sûr en L, alors la limite de g en f de x est égale g de la limite. Autrement dit, dans ces conditions, donc on peut faire entrer la limite à l'intérieur. C'est g de la limite, autrement dit, est égal g de f. Donc cette propriété est très importante, ce qui va nous permettre bien sûr de répondre aux deux questions, dans la dernière question de ce petit problème. Donc, on va attaquer la solution en détail. Donc, déterminer le domaine de définition. Donc, bien sûr, on va déterminer le domaine de définition de cette fonction. Donc, la fonction fx égale racine carrée de 2x plus 1 plus racine carrée de x plus 5 moins 6 sur la racine carrée de x plus 12 moins 4. Déterminer df, autrement dit le domaine de définition ou bien l'ensemble de définition. La deuxième question, calculer les limites au bord du domaine de définition. La troisième question, montrer que f admet un prolongement par continuité en 4 et déterminez-le. Et la dernière question, calculer limite de cos pi sur 4 fx lorsque x tend vers 4 et limite de tangente pi fx sur 4 facteur de 1 plus racine de 2 lorsque x tend vers pi sur pi. Donc commençons par le domaine de définition. Donc solution, premièrement df.
Donc, les problèmes, bien sûr, qu'on a. Donc, on a le problème de la racine carrée qui exige que le nombre qui est à son intérieur doit être positif. Donc, nous devons avoir, donc, fx appartient à R, autrement dit, x a une image par la fonction f si et seulement si ces conditions, bien sûr, doivent être réalisées. La première condition, donc, 2x plus 1 doit être positif puisqu'il est à l'intérieur de la racine carrée. Et la racine carrée nous impose bien sûr la positivité du nombre à son intérieur, ainsi que x plus 5 lui aussi doit être positif, et x plus 12 doit être aussi positif. Et n'oubliez pas bien sûr la condition imposée par monsieur le dénominateur qui doit être différent de 0, autrement dit la racine de x plus 12 moins 4 doit être différent de 0. Donc, on va résoudre ces inéquations du premier degré. Donc, la première, elle est équivalente x supérieur ou égal à moins 1,5, la deuxième, x supérieur ou égal à moins 5, et x supérieur ou égal à moins 12. Par contre, la dernière, donc, elle est équivalente, la racine de x plus 12 est différente de 4. Donc, ce qui est équivalent, bien sûr, donc on a une propriété. Si vous avez x supérieur ou égal à 1, et x supérieur ou égal à 2, et x supérieur ou égal à 3, alors, donc, alors ceci est équivalent que x est supérieur ou égal max de A1, A2, A3, ou bien le SIP des trois nombres A1, A2, A3. Et quel est le SIP de A1 qui est moins 1,5, A2 qui est moins 5, moins 12? Bien sûr, c'est le plus petit en valeur absolue, bien sûr, qui est moins 1,5. Donc, ces trois inégalités bien, seront équivalentes à une seule, donc x supérieur ou égal à moins 1,5. Et là, il suffit d'élever au carré, donc pour faire disparaître la racine carrée. Donc nous aurons x plus 12 différent de 16, donc x différent de 16 moins 12, autrement dit x différent de 4. D'où l'ensemble de définitions, donc df est égal. Donc moins 1,5, 4, ouvert, union, l'intervalle 4 plus infini. Donc voilà le domaine de définition. Et on voit clairement, bien sûr, les bornes du domaine de définition qui sont 4 et plus infini, même si moins 1,5, bien sûr, c'est une borne, mais pas la peine de perdre du temps en calculant sa limite, puisqu'il est compris, donc sa limite, ce n'est rien d'autre que son image. Donc on a uniquement deux limites, la limite lorsque x tend vers 4 et la limite lorsque x tend vers plus infini. Donc, on va commencer bien sûr par la limite lorsque x tend vers 4. Donc, passons maintenant à la deuxième question. Donc, limite fx lorsque x tend vers 4. Donc, on va bien sûr remplacer pour voir si on a une forme déterminée ou bien on a une forme indéterminée. Donc, si vous remplacez x par 4, vous trouvez la racine de 9 qui est 3. 3 plus 3, bien sûr, c'est 6. 6 moins 6, 0. Et là, la racine de 16, 4 moins 4, 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Un petit rappel, qu'est-ce que ça veut dire une forme indéterminée en mathématiques? Autrement dit, on ne peut calculer la limite de façon directe. Donc, on doit changer de tactique, c'est-à-dire de méthodes qui sont bien sûr connues. Donc, on multiplie et on divise par l'expression conjuguée, ou bien on factorise, puis on simplifie. Et s'il s'agit bien sûr d'une forme trigonométrique, donc on essaie d'utiliser l'une des limites usuelles trigonométriques avec la technique de changement de variable. Donc, ici, bien sûr, donc, pour cette fonction particulière, donc, on a besoin de la technique suivante. Donc, regardez bien que la valeur de cette première racine, c'est 3, lorsque vous remplacez x par 4. Donc, il suffit de décomposer ce moins 6 en l'équivalent moins 3. Donc, on va bien sûr conserver moins 3 pour ce premier nombre et le moins 3 restant pour la deuxième carré. Pour la deuxième racine carrée. Et bien sûr, dans la deuxième étape, on va multiplier, diviser par l'expression conjuguée de la première expression, de la deuxième et aussi de la troisième se trouvant dans le dénominateur. Donc voilà, j'ai expliqué en détail la technique. Il suffit d'écrire, bien sûr. Donc limite est égale. Donc on va bien sûr exécuter ce qu'on vient de dire. Donc c'est 2x plus 1, donc moins 3, entre parenthèses, plus la racine carrée de x plus 5, moins 3. Et
x plus 12 moins 4. Donc, je vais multiplier la première expression par son expression conjuguée et en même temps diviser pour ne pas changer bien sûr la fonction. Idem pour la deuxième expression et la troisième. Donc, je vais faire cela directement pour gagner un peu de temps. Si on multiplie la première expression par son expression conjuguée qui est bien sûr la racine carrée de 2x plus 1 plus 3, donc nous trouvons une identité de type a au carré moins b carré. Donc le carré va disparaître la racine carrée, donc nous aurons 2x plus 1, 2x plus 1 moins 3 au carré, c'est-à-dire moins 9, sur l'expression conjuguée, 2x plus 1 plus 3. La même chose, donc, pour la deuxième expression, c'est x plus 5 moins 9 sur l'expression conjuguée, x plus 5 moins 3, et le tout, la même chose, donc, nous aurions x plus 12 moins 16 sur la racine carrée de x plus 12 plus 4. Toujours attention, donc, on a limite, hein, lim est égal. La même chose ici, limite, lorsque x tend vers 4. Et ici, lorsque x tend vers 4, donc on va le tout le mettre entre crochets. Donc toujours est égal, bien sûr, égal. Donc 2x moins 8. Donc on va factoriser par 2, il nous reste x moins 4. Là, x moins 4 et là, x moins 4. Donc on a x moins 4 dans le numérateur comme facteur commun. Et on a aussi x moins 4 se trouve dans le dénominateur, ce qui va nous permettre bien sûr la simplification par l'origine du problème de la forme indéterminée qui est x moins 4. Donc, factorisons par x moins 4 dans le numérateur, donc il va nous rester bien sûr là le 2 sur la racine carrée de 2x plus 1, toujours limite lorsque x tend vers 4. Plus, là, il nous reste 1 sur la racine carrée de x plus 5 plus, ici, pardon, plus 3, puisque l'expression conjuguée, donc plus 3, et là aussi plus 3. Même chose, en factorisant, donc voilà, x moins 4, x moins 4. Là, la même chose, donc on fait sortir le x moins 4, il nous reste 1 sur la racine carrée de x plus 12 plus 4. Voilà, cela nous permet bien sûr la simplification, comme on a dit par l'origine du problème de la forme indéterminée. Il nous reste maintenant une forme déterminée. Donc il nous reste, lorsque x tend vers 4, c'est 3, 2 sixièmes, donc il nous reste 2 sixièmes plus 1 sixième, et là 1 huitième. Donc, ça donne 3 sixièmes qui est 1 demi, multiplié par l'inverse, multiplié par 8. Donc, ça donne 4. Voilà. Donc, on a déterminé la limite de fx lorsque x tend vers 4, bien sûr, est égal à 4. Maintenant, il nous reste bien sûr la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Regardez bien aussi, lorsque x tend vers plus l'infini, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée tend vers plus l'infini, donc par conséquent, la racine carrée tend vers plus l'infini. Plus l'infini, d'après les opérations vues sur les limites, c'est plus l'infini, auquel on rajoute moins 6. Toujours lorsqu'on ajoute un réel, qu'il soit positif ou négatif, à plus ou moins l'infini, il reste inchangeable, reste plus l'infini ou moins l'infini. Donc plus l'infini dans le numérateur, dans le dénominateur, pardon, plus l'infini, et l'infini c'est l'infini, comme on sait bien sûr, c'est une forme indéterminée. Donc plus l'infini c'est plus l'infini, forme indéterminée. Donc comment faire pour se débarrasser de cette forme indéterminée? Donc voilà, je vais vous proposer, bien sûr, je vais vous proposer la technique suivante. Il suffit de factoriser par l'une des racines carrées dans le numérateur et faire la même chose dans le dénominateur. Bien sûr, c'est cette technique qui est simple, mais elle est efficace et va bien sûr faire disparaître la forme indéterminée. Ce qu'on va faire. Donc, limite. Donc, je ne vais pas entrer tout de suite la limite. Donc, il suffit bien sûr d'écrire fx, de trouver une nouvelle expression de fx, bien sûr simplifiée. Donc, la limite à quoi est égale fx lorsque x tend vers plus infini. Donc, point d'interrogation.
Donc, on va essayer de trouver une nouvelle expression, bien sûr qui sera simple pour le calcul de la limite au voisinage de plus infini. Donc, par exemple, je vais factoriser par la première la racine carrée, pardon. Donc, dans le numérateur, et la même chose, je vais factoriser par x plus 12 dans le dénominateur. Donc, c'est 1 moins 4 sur la racine carrée de x plus 12. Donc là, il nous reste 1, donc plus la racine carrée de x plus 5 sur la racine carrée de 2x plus 1, moins 6 sur la racine carrée de 2x plus 1. Donc, d'après les propriétés, bien sûr, de la racine carrée, racine A sur racine B, c'est racine de A sur B, donc c'est la racine carrée de 2x plus 1 sur x plus 12. La même chose, je vais l'appliquer ici, donc c'est 1 plus la racine carrée de x plus 5 sur 2x plus 1 moins 6 sur la racine carrée de 2x plus 1. Et dans le dénominateur, bien sûr, il nous reste 1 moins 4 sur la racine carrée de x plus 12. Donc il nous reste des petites limites à calculer qui sont faciles. Donc on doit calculer la limite de la première racine carrée et la limite de cette deuxième racine carrée, et c'est fini puisque ces deux fonctions tendent vers 0. Donc, pourquoi? Puisqu'on a moins 1 sur plus infini, ça tend vers 0, moins 4 sur plus infini, ça tend vers 0, puisque chaque fois que vous avez un nombre réel, qu'il soit strictement positif, strictement négatif ou égal à 0, sur l'infini, qu'il soit plus infini ou moins infini, c'est toujours nul. Donc, il suffit bien sûr de l'écrire comme ça, donc ça tend vers 0, et là ça tend vers 0, il nous reste la limite bien sûr. Or, pour calculer la limite de la première racine carrée, il suffit de calculer la limite de ce qui est à l'intérieur. Donc, à quoi est égale la limite de la fonction homographique de x plus 1 sur x plus 12, lorsque x tend vers plus infini, bien sûr, en appliquant la propriété, c'est la limite du terme le plus grand degré sur le terme le plus grand degré. Autrement dit, égale la limite de 2x sur x lorsque x tend vers plus infini. En simplifiant, nous trouvons 2. Voilà. Donc, on déduit grâce à une propriété vue en première année baccalauréat, c'est-à-dire 6e année. Donc, la limite, bien sûr, de cette racine carrée, donc, limite de racine carrée de 2x plus 1 sur x plus 12 est égale, bien sûr, au voisinage plus infini, est égal à racine de 2. Idem pour la racine de x plus 5, donc je vais le faire bien sûr directement. Donc la limite de la racine de x plus 5 sur 2x plus 1. Donc si vous calculez la limite de la fonction homographique à l'intérieur, c'est la limite de x sur 2x, par simplification par x, vous trouvez 1 demi. Donc est égal la racine de 1 demi, autrement dit, est égal racine de 2 sur 2. Donc voilà. On a bien sûr calculé les limites de ces racines carrées. On peut maintenant déduire facilement la limite finale, bien sûr, de cette fonction au voisinage de plus infini. Donc, bien sûr, il faut mémoriser ces techniques, ces astuces, ils sont précieux et bien sûr, ils vont vous aider dans beaucoup, bien sûr, d'exercices lorsque vous trouvez, bien sûr, une forme indéterminée de type l'infini sur l'infini. Donc, nous avons finalement, donc limite fx lorsque x tend vers plus infini est égal. Donc, là, on a trouvé bien sûr c'est racine de 2. Là, on a trouvé dans le numérateur, bien sûr, donc c'est 1, plus la limite de cette fonction qui est racine de 2 sur 2. Et bien sûr, la limite de la fonction, c'est 0, donc pas la peine de l'écrire. Et ici 0, donc il me reste 1. Donc, c'est racine de 2 plus 2 sur 2 plus 1. Donc, la limite de cette fonction, donc limite fx lorsque x tend vers plus infini est égal à 1 plus racine de 2. Donc, comme en 4. Donc, voilà. Donc, il faut bien mémoriser les astuces qu'on a vues. Ils sont très importants. Donc, maintenant, montrer que f admet un prolongement par continuité. Donc,
bien sûr, au point x0 est égal à 4. Or, 4 n'appartient pas au domaine de définition, et on a la limite de fx lorsque x tend vers 4, on a trouvé une limite finie L, qui est 4, donc, d'après le rappel qu'on a vu au début, bien sûr, de cette séance, donc cette fonction est prolongeable par continuité, ou bien se prolonge par continuité au point x0 est égal à 4. Donc, il nous reste bien sûr à définir ce prolongement par continuité. Donc, on va écrire bien sûr ce qu'on vient de dire. Donc, comme bien sûr, 4 appartient à df, n'appartient pas, pardon, à df, et limite de fx lorsque x tend vers 4, bien sûr, on a trouvé une limite finie qu'on a noté dans le rappel L, donc c'est exactement égal 4 appartient à 1, donc une limite finie. Alors, f se prolonge par continuité, se prolonge, ou bien admet un prolongement par continuité, se prolonge par continuité, en x0 est égal à 4, en 4. On nous propose de déterminer ce prolongement par continuité. Donc, qu'on note souvent, bien sûr, f-til, parfois, donc, dans certains énoncés d'exercice, on le note G, mais la vraie notation du prolongement, c'est f-til. Donc, f-til, voilà le prolongement. Il est défini, donc, de df union de singleton 4, et on a déjà df est égal, bien sûr, est égal moins 1,5, 4 ouvert, union l'intervalle 4 plus infini. Et puisqu'on va lui ajouter le 4, autrement dit df union 4, donc ce sera uniquement l'intervalle moins 1,5 plus infini. Donc je rappelle que moins 1,5 plus infini, c'est df union le singleton 4. Donc à valeur dans R, qui est x a pour image. Donc x a pour image. Donc f-til x, c'est exactement égal à fx, mais seulement si x appartient à df, qui n'est rien d'autre que moins 1,5, 4 ouvert, union 4 plus infini. Et l'image de 4, f-til 4, on va prendre la limite qu'on a trouvée précédemment, c'est-à-dire L qui est 4. Donc voilà le prolongement par continuité. Donc f-til et le prolongement, par continuité de la fonction f en x0 est égal à 4. Donc voilà, on a terminé la question 3. Maintenant, il nous reste la dernière question 4 qui est l'application de la propriété qu'on a vue au début de la séance, bien sûr. Donc, calculer les limites de cosinus pi sur 4 fx. Donc là, bien sûr, la méthode est simple. Il suffit de poser cette fonction, donc je vais la nommer gx, et cosinus, bien sûr, donc je vais noter cette fonction f1x et cosinus g1x. Donc là, il s'agit de la composée de deux fonctions. La première fonction x a image cosinus x, et la deuxième c'est pi sur 4 fx. Et bien sûr, on va établir les hypothèses imposées dans la propriété qu'on vient de rappeler au début de la séance. Donc voilà, donc on passe à la quatrième question. Dans la quatrième question, on pose G1 ou bien Gx, donc Gx est égal, cos x, et f1x est égal. Donc on a évité la notation f puisque on a déjà la notation f dans l'exercice. Donc c'est pour cela que je l'ai nommé f1x, donc est égal pi sur 4 fx. Donc bien sûr les conditions qui sont imposées dans la propriété, il faut que la fonction f1 bien sûr ait une limite finie. Donc ce qu'on va faire, donc on va calculer limite f1x lorsque x bien sûr tend vers 4. Donc c'est la limite de pi sur 4 fois fx lorsque x tend vers 4. Or, pi sur 4 c'est une constante, et vous savez, en 6e année bien sûr, on a vu que la limite de alpha fois gx égale alpha fois limite, c'est-à-dire on peut sortir la constante. Donc on fait sortir la constante bien sûr, pi sur 4. Il nous reste uniquement la limite de fx lorsque x tend vers 4, et bien sûr, pi sur 4. Donc cette limite est déjà calculée, donc pi sur 4 fois 4, donc égal à pi.
Donc, la fonction f1 a bien une limite finie. Il me reste à vérifier est-ce que G est continu pi. Oui, donc, et comme G est continu en pi, puisque car G est continu d'après le cours, et continu sur R. Et continu sur tout R. Et d'après la définition de la continuité sur un intervalle, donc il est continu en tout point, en particulier pour le point pi. Et continu en pi, donc on peut faire donc la limite, bien sûr, de G en f1x d'après la propriété, lorsque x tend vers x0 qui est égal G de la limite. La limite f1x, c'est-à-dire on peut, dans ces conditions, donc entrer la limite lorsque x tend vers 4 est égal G de pi, c'est-à-dire cos pi, c'est-à-dire moins 1. Donc voilà comment, bien sûr, de façon bien sûr rigoureuse et très bien organisée, appliquer la propriété. Donc toujours, il faut procéder de la sorte, c'est-à-dire montrer bien sûr au correcteur les fonctions bien sûr qui vont jouer le rôle de G et F, ici G, F1, et bien sûr établir les conditions de la propriété et déduire facilement. Donc on va faire la même chose puisque cette propriété que j'ai rappelée, elle est valable aussi lorsque x tend vers plus ou moins l'infini en changeant bien sûr les intervalles convenables. Donc si la limite de fx lorsque x tend vers plus ou moins l'infini a une limite finie, L, et G continue en L, alors la limite de G en f de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini est égale G de L. Donc c'est la même chose. Donc ce qu'on va faire pour la dernière question. Regardez bien, et dans cet exercice, il s'agit aussi de la composer. Donc, la fonction maintenant dans cette question, donc on pose, donc toujours dans cette question, on pose cette fois-ci. Donc, le rôle joué par G dans cet exercice sera bien sûr est égal pi fx sur 1 plus racine de 2, bien sûr 4 fois 1 plus racine de 2. Pardon, c'est tangente x, ou bien il suffit de changer gx. Donc je vais la noter bien sûr f de x, donc f de x est égal, donc est égal pi fx sur 4, et on va prendre par exemple donc g1x est égal, g1x pour ne pas confondre la notation de la question précédente. Donc à la place de g, je vais prendre g1x égale tangente x. Tangente x. Donc toujours, on commence par montrer que la fonction f2 qui est à l'intérieur bien sûr de la tangente a une limite finie. Donc à quoi est égale limite de f de x, bien sûr au voisinage plus infini. On a une constante, donc on fait sortir la constante, puisque la constante n'intervient pas dans la notion de limite, donc on la fait sortir, donc 1 plus racine de 2, multiplié par la limite de fx, bien sûr, lorsque x tend vers plus infini. Or, d'après les questions précédentes, cette limite est déjà calculée, donc on a trouvé 1 plus racine de 2. Donc, ce qui va nous permettre la simplification par racine de 2, 1 plus racine de 2, il ne reste que sur 4. Donc voilà, la fonction à l'intérieur a une limite finie, il faut s'assurer que la fonction g1 est bien sûr continue. Bien sûr, elle est continue en pi sur 4, puisque la fonction dans le cours, on a dit qu'elle est continue sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition qui est R moins l'ensemble des éléments s'écrivant pi sur 2 plus kpi. Or, pi sur 4, il est différent des nombres pi sur 4, pi sur 2, pardon, plus kpi. Donc, pi sur 4 appartient bien sûr à R moins les éléments qui s'écrivent pi sur 2 plus kpi, qui est le domaine de définition de la fonction tangente, k appartient à Z, et la fonction tangente elle est continue bien sûr, donc ceci implique que la fonction G1 est continue en pi sur 4. Donc cela nous permet bien sûr d'écrire que la limite de G1 en f2, x, lorsque x tend vers plus infini, est égal G1 de la limite f de x, lorsque x tend vers plus infini, autrement dit est égal G1 pi sur 4, tangente pi sur 4 et tangente pi sur 4 bien sûr est égal
A1, puisque le sin est égal le cos est égal à sin de 2 sur 2, donc est égal à 1. Donc voilà la limite de cette fonction est égal à 1. Donc voilà, on a terminé bien sûr cette séance. Donc comme vous connaissez toujours, donc le principe bien sûr, c'est de partager avec vos amis et bien sûr avec les groupes que vous connaissez, pour que vous bénéficiez bien sûr d'autres exercices très intéressants jusqu'à la fin du programme du baccalauréat. Donc, j'espère que vous avez bien compris. On se verra pour une nouvelle séance, Inch'Allah.